Bonsoir à toutes et à tous. Farouk Tradi, salut Julia. Salut Farouk. On est très content de vous retrouver pour un nouveau webinaire du jury. On a la chance aujourd'hui d'avoir l'équipe de l'IPC qui va nous présenter autour de Dr Gilles Piana la cryoablation des tumeurs rénales. Et puis nous aurons la chance également d'avoir comme modérateur le Dr Xavier Buy de l'Institut Bergonié de Bordeaux. Sans trop attendre, on va vous donner la parole, chers collègues et néanmoins amis de l'IPC. Au premier plan, Antoine Planche et Louis Thierry, et puis derrière, Michael Lassa, et puis on ne le voit pas, mais le docteur Gilles Piana qui nous présente tout ça. Donc à vous la parole, on s'installe et puis on en a pour à peu près 1 heure. N'hésitez pas sur le chat, si vous avez des questions à poser vos questions, on y répondra à la fin. Docteur Bouy, vous nous entendez à Bordeaux? Parfaitement, oui, parfaitement. Super. Bon webinaire à tous. Bon, bonjour à tous. Louis et moi-même allons vous présenter en quelques minutes un petit guide de survie d'un interne devant une cryoablation rénale. On va essayer de faire ça de manière assez pratique et succincte. Alors, concernant le plan, on va commencer d'abord par la planification du geste, puis dans un second temps, l'ensemble du matériel sur la table, la mise en place des sondes et la place éventuelle d'une hydrodissection, et enfin le cycle de traitement et le contrôle per et post-procédure. Alors, tout d'abord, la planification du geste. L'indication du traitement est retenue avec les autres spécialités en RCP du traitement, après analyse de la lésion et du contexte global, notamment de l'avancée de la maladie et de l'état du patient. Donc, on discutera du mode d'anesthésie et de la position du patient, dans la plupart des cas pour une cryoablation rénale, en décubitus ventral, en anesthésie générale. Le nombre d'aiguilles dépendra de la taille de la lésion, et la disposition des aiguilles sera dictée par la forme de la lésion pour obtenir des marges saines au moins de 10 mm sur l'ensemble de la périphérie de la lésion. Alors, lorsque le patient est positionné, on réalise une hélice de repérage qui nous dictera le trajet des différentes sondes et la place éventuelle d'une hydrodissection. On mettra parfois, on sera amené à mettre en place une sonde JJ pour prévenir une sténose urétérale, notamment pour les lésions centrales, endophytiques ou hilaires. Et on injectera du produit de contraste iodé afin d'optimiser la visualisation de la lésion juste avant le positionnement des aiguilles et pas trop tôt afin de ne pas perdre la prise de contraste au sein du parenchyme. Donc là, on voit différentes formes de zones d'ablation en fonction de la disposition des aiguilles. Il est intéressant de constater que donc, la mort cellulaire au niveau histologique commence à moins 20 degrés. La différence entre ice rod et ice sphere, donc c'est vraiment par rapport surtout au volume du glaçon. Au niveau de l'ice rod qui sera un petit peu plus important que l'ice sphere. Donc la cryothérapie, c'est une technique de thermoablation qui sera l'argon. Et il est intéressant de noter quand même que le prix d'une aiguille est environ 1 000 €. Alors voilà, les marges, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et donc la lésion, on la voit là avec le positionnement de 4 aiguilles à l'intérieur et ensuite qui est circonscrit par la zone de thermoablation. Et donc l'important, c'est que la marge soit suffisante, c'est-à-dire que classiquement 10 mm sur l'ensemble des contours de la lésion pour éviter de faire un traitement incomplet. On insiste vraiment sur ce point car c'est vraiment l'enjeu majeur du positionnement des aiguilles lors de la cryoablation. Alors voilà une installation classique pour une cryoablation rénale avec un patient sous anesthésie générale positionné en décubitus ventral. On libère bien la peau pour réaliser les mesures d'asepsie cutanée. On marque une petite croix noire sur le point d'entrée qu'on aura mis en place sur notre hélice de repérage avec notre balistique prévisionnelle. Et enfin, il faut bien porter attention au positionnement des couvertures qui joueront le rôle d'isolant parce que pendant les phases de congélation, le câble de bulle de cryo va givrer et il faut éviter tout contact avec la peau pour léser cette dernière. Alors, concernant le matériel sur table qui sera dans la salle de scanner interventionnel, donc on commence très brièvement donc, par une blouse et des gants stériles, bien sûr, hein, comme toutes nos procédures réalisées au bloc interventionnel. Un champ troué qui sera centré sur la zone d'intérêt avec voilà, une rallonge qui sera disposée sur les pieds et le long de la table pour augmenter notre zone stérile et éviter les fautes d'asepsie. On aura donc en fonction, si on fait une anesthésie locale,
de la xylocaïne éventuellement diluée avec du bicarbonate de sodium, mais également des aiguilles sous-cutanées et spinales de type 22 gauche pour réaliser l'anesthésie. Et enfin, un bistouri jetable en fonction des opérateurs pour réaliser les moustures, pour positionner les sondes. On numérotera éventuellement des stéristrips, une petite astuce que l'on disposera autour de la gaine plastique des sondes pour bien les visualiser, ce qui sera surtout important lors des cycles de congélation. Et enfin, un marqueur pour éventuellement marquer les points d'entrée à la peau. Voilà, donc la petite astuce dont vient de parler Louis en image, avec les petits stéristrips numérotés, qui permettra de bien individualiser chacune des aiguilles et du coup de les gérer de manière indépendante et complètement individuelle lors des différentes phases de congélation. Merci Antoine. Pour ce qui est donc voilà donc on pourra positionner ces champs grâce à ce matériel et on pourra grâce au bac en plastique avec de l'eau tester les aiguilles afin de visualiser une éventuelle fuite d'argon le long de ces aiguilles. Donc on va vous montrer en vidéo un peu plus tard. Voilà, donc là, on passe à la mise en place des aiguilles et la potentielle hydrodissection. Donc là, c'est ce dont vient parler Louis, c'est le test des aiguilles. Au début de notre procédure, on va mettre toutes les aiguilles et les immerger complètement dans de l'eau pour faire le test et déceler une potentielle fuite d'argon, mais également vérifier leur bon fonctionnement avec les petits glaçons là, hop, qu'on voit apparaître au bout des aiguilles. Voilà, alors ça c'est notre installation juste avant le début de la mise en place des aiguilles. Donc on voit l'anesthésiste qui est au bout, qui est avec l'intubation au niveau de la tête du patient, nos champs qu'ils ont positionnés, solidarisés par des bandes collantes, mais également nos aiguilles qui sont positionnées. Petite astuce et petite coquille à ne pas commettre, c'est enlever au début les gaines plastiques autour des aiguilles. Parce qu'en fait, la rigidité du câble de cryoablation les rend difficiles au niveau du maniement et peut permettre assez facilement de se piquer, de se blesser. Donc, bien laisser ces gaines plastiques avant de les positionner. Alors voilà, là, c'est nos écrans MPR, en fait, qu'on utilise, nos écrans de contrôle lors du positionnement des aiguilles. On va tout d'abord commencer par réaliser une hélice de repérage au début de la procédure, plus ou moins injectée. En fonction du contraste qu'il existe entre la tumeur et le parenchyme sain, on peut augmenter ce contraste en injectant. Une fois qu'on aura réalisé cette hélice de repérage, avec des constantes assez importantes, on pourra faire un trajet balistique en positionnant le point d'entrée à la peau et la cible au niveau de l'endroit où on veut positionner l'aiguille au final. Et ce trajet balistique que l'on va suivre après en direct par des petites spirales de 9 coupes qu'on va réaliser de manière itérative en fait, pour suivre l'avancement de l'aiguille sur notre trajet. Ces petites spirales itératives, en fait, elles font 9 coupes. Ces 9 coupes, c'est plus important que d'habitude et ça va nous permettre de faire des reconstructions MPR. Ces reconstructions MPR elles vont avoir plusieurs avantages. Le premier avantage, ils vont pouvoir se mettre exactement dans l'axe de l'aiguille et du coup suivre l'ensemble du trajet de l'aiguille et être le plus sécurisant possible. Le deuxième avantage de cette petite web MPR, c'est de pouvoir réaliser des trajets ascendants et descendants plus facilement que 3 coupes uniques. Et enfin, c'est les contrôles des organes de voisinage un peu plus simples que sur uniquement 3 coupes. Voilà, alors ça, donc là, c'est notre boîte avec le positionnement d'une aiguille où on s'est remis dans l'axe de l'aiguille exactement pour pouvoir, sur l'image du milieu, suivre l'aiguille sur tout son trajet et avoir un contrôle le plus satisfaisant possible. Voilà, une petite image juste d'une aiguille positionnée dans le scan. Voilà, alors là, on a mis en place les 4 aiguilles. On les voit autour de la lésion. On n'a pas encore commencé la congélation. Nos 4 aiguilles sont en place. Une petite digression. En moyenne, une procédure entre le moment de l'anesthésie générale et le retrait des aiguilles dure environ 120 minutes. Alors, il peut arriver lors de thermoablation, enfin de cryoablation rénale, que certains organes de voisinage nous embêtent, soit parce qu'ils sont sur le trajet des aiguilles, soit parce qu'ils sont au contact d'autres glaçons. Dans le cas du rein, les 3 organes principaux sont souvent le muscle psoas, les structures digestives, le côlon ou les anses grêles, et enfin le pancréas. Et pour ce faire, pour les protéger, par exemple, nous allons utiliser l'hydrodissection. L'hydrodissection va être réalisée grâce à ce qu'on voit sur l'image, c'est-à-dire une hydrogarde. On va placer cette aiguille dans l'espace souhaité et on va y injecter de l'iode dilué à 2%. Cette dilution est assez importante parce que si on ne dilue pas assez le d'iode, on aura des artefacts de durcissement qui vont gêner la visualisation de nos différents contrôles scanners. Et par contre, si on dilue trop, on ne pourra pas bien voir le glaçon. Cette dilution, elle permet vraiment de bien voir le glaçon, qui sera un peu hypodense, et du coup de parfaitement contrôler nos marges d'ablation, mais également de contrôler l'absence de congélation des organes adjacents. Hop. Donc voilà une petite image d'une hydrodissection où on voit notre lésion au niveau du rein avec l'aiguille de cryoablation en place, et on voit que le muscle psoas est collé.
Donc, sur l'image de droite, on va mettre en place l'hydrogarde entre le muscle psoas et le rein. On va injecter notre dilué à 2%. Et du coup, ce qui va permettre d'écarter le muscle psoas et du coup d'éviter les douleurs en post-procédure grâce à l'hydrodissection. On voit au niveau du glaçon, on voit la marge du glaçon qui ne va pas jusqu'au muscle psoas. Un autre exemple d'une hydrodissection qui va permettre de bien séparer la zone de cryoablation du muscle psoas, mais également les structures digestives en avant. Voilà, et encore une dernière image d'hydrodissection. On voit bien l'iode qui est positionné en avant pour repousser en avant les structures digestives et éviter qu'elles soient dans la zone de congélation. Alors, les différents cycles de traitement, rapidement, c'est notre moniteur de contrôle où on pourra visualiser à la fois le chronomètre et à la fois la température au bout de l'aiguille. Des cycles de congélation sont pré-remplis, sont pré-enregistrés en fonction du type d'organes à congeler et qui successivement, il y aura des phases de congélation, de réchauffement actif et passif. L'intérêt d'avoir la température au bout de l'aiguille, c'est de permettre de s'assurer de son bon fonctionnement en s'assurant qu'elle atteint assez rapidement, on dit en moins d'1 minute ici, la température de moins 120 degrés lors des différentes phases de congélation. Alors là, on voit, c'est un peu ce qu'on disait au début, on voit bien qu'autour du câble de chacune des aiguilles, on voit du givre. D'où l'intérêt, comme on l'a déjà précisé, mais on le rappelle, c'est de bien positionner les couvertures et ne pas oublier d'éviter tout contact à la peau entre le câble qui givre et les structures cutanées. Alors là, c'est un des contrôles itératifs qu'on le réalise pendant les phases de congélation. Parce qu'un des grands intérêts de la cryoablation, c'est de pouvoir contrôler en live, en direct, en fait, la zone d'ablation et le glaçon. Et donc, du coup, de pouvoir contrôler ce dont parlait Louis au début, les marges, ce qui est très important. Et donc, au besoin, si on n'est pas satisfait sur le plan morphologique du glaçon par rapport à la lésion, de repositionner une aiguille pour avoir le glaçon le plus satisfaisant possible et des marges qui couvrent l'ensemble de la lésion, à plus de 10 mm. Donc pour illustrer tout ça, on a une image de contrôle sans injection, et puis dans un second temps, avec injection, on voit bien le contour de la tumeur initiale et le glaçon qui le circonscrit bien avec des marges qui paraissent satisfaisantes. En fin de procédure, voilà, on enlève les aiguilles, on nettoie la peau bien entendu, on met un pansement également, et on vérifiera bien qu'il y a bien une déconnexion des aiguilles avec le générateur avant de les casser pour éviter tout d'argon. C'est indispensable. Et donc, à la fin, on réalise une hélice de contrôle plus ou moins injectée et il y aura une sortie du patient qui sera effective généralement à J1. Il n'y aura pas de bilan biologique ou d'imagerie médicale qui sera réalisé lors de l'hospitalisation et on vérifiera si le patient présente des douleurs abdominales. En cas d'hématurie, ça arrive relativement régulièrement. Il y aura, voilà, l'hématurie se taillera de façon progressive et il n'y aura pas de traitement qui sera nécessaire. Bien prévenir son patient est indispensable. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va maintenant passer la parole à Mickaël Dassa. Alors Louis et Antoine nous ont présenté les techniques. Moi, je vais vous parler des indications. Donc là, pour la place de la destruction tumorale percutanée rénale, il y a plusieurs recommandations, dont les recommandations, donc on en parlera de deux, les recommandations de l'AFU et les recommandations de l'ASCO. Donc l'AFU ont publié une actualisation des guidelines en 2020-2022 et donc il y a un algorithme qu'ils ont fait pour la prise en charge des petites tumeurs rénales. Donc cette prise en charge, elle est décidée pendant une réunion de concertation pluridisciplinaire où on va discuter en fonction des caractéristiques des patients, de la fonction rénale, des caractéristiques de la tumeur et de la biopsie, si le patient est éligible ou pas à un traitement chirurgical. S'il n'est pas éligible à un traitement chirurgical, à ce moment-là, on fera une surveillance ou une ablation. S'il est éligible à un traitement chirurgical, ça va être une néphrectomie partielle qui est le traitement de référence. Si la néphrectomie partielle n'est pas possible, ça serait une néphrectomie totale. Et on voit en pointillé que dans des situations exceptionnelles, des patients éligibles à une chirurgie peuvent bénéficier d'une ablation. Et donc, plusieurs recommandations sortent de cet algorithme. C'est que celles qui sont communément admises, c'est que les petites tumeurs rénales de moins de 4 cm chez les patients âgés avec des comorbidités, les récidives locales après une néphrectomie partielle, quand il y a plusieurs tumeurs du rein dans les syndromes héréditaires, et les patients qui ont une insuffisance rénale avancée. Ça, c'est une très bonne indication, surtout chez les patients qui ont un rein unique. Les indications de cryo sont de très bonnes indications.
Et au cas par cas, on peut discuter pour des petites tumeurs kystiques ou mixtes, des tumeurs de plus de 4 cm, des tumeurs sur des reins transplantés, des tumeurs multiples synchrones et des cancers du rein métastatique quand il y a une réponse dissociée chez un patient sous antiangiogénique et maintenant sous immunothérapie. Donc là, on voit que l'ablation est plus une alternative au traitement chirurgical. Et il y a d'autres recommandations qui sont les recommandations de la Société américaine d'oncologie qui ont été publiées en 2017 dans le JCO et dans lequel il y a un algorithme, un arbre décisionnel qui est plutôt bien fait, qui positionne bien la cryo-rénale dans la prise en charge des petites lésions rénales. Donc là, c'est toutes les petites lésions rénales, c'est les lésions de moins de 4 cm, c'est les T1A sans métastase, sans ganglion. Donc, si une biopsie dit que c'est bénin, à ce moment-là, on va faire une surveillance. Si on n'a pas de biopsie, pas de diagnostic ou que c'est un cancer, à ce moment-là, on va, en fonction des comorbidités du patient et de l'espérance de vie, s'il a beaucoup de comorbidités et une mauvaise espérance de vie, à ce moment-là, on fera une surveillance. S'il a pas beaucoup de comorbidités et une bonne espérance de vie, à ce moment-là, on va se poser la question, est-ce que le traitement de la petite lésion rénale peut permettre une épargne du rein? Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, ça serait une néphrectomie totale, c'est quand même assez rare. Si c'est le cas, le traitement de référence, c'est la néphrectomie partielle. Et là, on voit qu'ils vont poser une question, c'est est-ce que l'ablation peut permettre de traiter complètement la lésion? Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on fait une néphrectomie partielle. Si c'est le cas, on fera une biopsie et une ablation est une option au traitement. Et on voit bien que là, l'ablation, ce n'est plus une alternative à la chirurgie, mais c'est plus vraiment une option au même plan que la néphrectomie partielle. Et donc, il en découle deux recommandations. La recommandation 3.1, c'est que la néphrectomie partielle, c'est le traitement de référence pour le traitement des petites lésions rénales. Et la recommandation 3.2, c'est que la destruction tumorale percutanée doit être considérée comme une option quand la lésion rénale peut être traitée complètement par cette technique-là. Donc nous, dans notre hôpital, on se base vraiment sur les recommandations de l'ASCO et donc en RCP, on regarde la lésion rénale. Est-ce qu'elle peut être traitée complètement par cryothérapie? Si c'est oui, ça sera une cryothérapie. Et donc, ces recommandations, c'est assez hétérogène parce qu'il n'y a pas d'études randomisées en double aveugle, multicentriques qui ont pu être faites. La plus grosse étude, c'est une méta-analyse qui a été publiée dans le JVIR sur 3900 patients. Et donc, dans ces 3900 patients, il y avait à peu près 3500 patients opérés et 500 ablations. La population était assez hétérogène, parce que dans les 500 ablations, il y avait les lésions qui avaient été traitées par échographie, sous scanner, avec la radiofréquence, la cryothérapie. Et côté chirurgical, il y avait les lésions qui avaient été traitées par chirurgie robot-assistée, par abord de lombotomie. Donc, c'était une population très hétérogène. Et il est ressorti deux principaux points, c'est qu'entre l'ablation et la chirurgie, il n'y avait pas de différence significative sur la récidive locale ou sur la mortalité, toutes causes confondues. Et il y avait significativement moins de complications quand le patient avait une ablation plutôt qu'une chirurgie, et la fonction rénale était bien sûr mieux préservée lorsqu'on faisait une ablation. Plus récemment, donc, il y a deux études qui ont été publiées sur les T1B, donc c'est les lésions de plus de 4 cm. Donc, une première étude qui a été publiée en 2018 dans CVIR sur la faisabilité et la sécurité des ablations en T1B. Il y avait 27 patients, un succès technique à 100% et un contrôle local tumoral qui était très bon à 2 ans, de 72%. Dans la deuxième étude qu'on a fait dans le service, donc, il y avait 23 patients avec un succès technique de 97,7%, un succès technique secondaire à 100%. Il y avait une survie sans progression à 2 ans de 82%. Donc, c'est des très bons résultats. Et surtout pour les lésions qui sont endophytiques, c'est des très bonnes indications de cryothérapie parce qu'en chirurgie, c'est aussi très, très compliqué pour eux de venir faire une chirurgie qui épargne le rein.
Pour le bilan préthérapeutique, donc on va se baser sur un scanner injecté qui va permettre de planifier la stratégie thérapeutique. Donc l'abord, est-ce qu'on va passer proche du rachis? Est-ce qu'on va faire un abord latéral? Dans quelle position on va mettre le patient? Donc on a vu que c'était surtout en décubitus ventral. Évaluer les structures avoisinantes, comme on a vu tout à l'heure avec les hydrodissections, les carbodissections pour protéger les organes nobles, le côlon, le muscle psoas qui peut faire des douleurs post-interventionnelles. Et évaluer la distance entre la lésion et le tube collecteur et la distance plus précisément entre la zone d'ablation et le tube collecteur et éventuellement positionner des JJ avant l'intervention pour éviter les sténoses urétérales post-interventionnelles. On va regarder les anticoagulants parce qu'on peut pas faire des cryothérapies sous anticoagulants. Et enfin, on va regarder le bilan sanguin avec la coagulation et la créatinémie qui va permettre d'estimer le débit de filtration glomérulaire pré-thérapeutique qu'on suivra après la cryothérapie. Et donc, le patient sera vu en consultation de radiologie interventionnelle sur un temps dédié et on va l'informer sur les bénéfices et les risques du traitement, sur le suivi qui sera nécessaire. Donc, nous, on les voit 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an en consultation avec une IRM de contrôle. On va lui parler des complications, donc les urinomes, les sténoses urétérales et les saignements qui sont quand même assez rares. On va lui parler du type d'anesthésie. Donc, sur le type d'anesthésie, on peut faire, donc pour le multi-aiguille, c'est plutôt de l'AG qu'on fait ici parce qu'on a un accès assez simplifié aux anesthésies générales. On peut les faire sous sédation quand les AG sont compliqués pour les anesthésistes et on peut les faire aussi sous anesthésie locale dans certains centres où l'anesthésie est d'accès difficile, où on peut même faire des blocs paravertébraux avant la cryothérapie pour vraiment que l'intervention se déroule au mieux. Et enfin, on va lui parler du type d'hospitalisation, donc principalement les gardes 24 heures après l'intervention et c'est une sortie à J1. Donc, je reviens juste sur la place de la biopsie. Quand est-ce qu'il faut faire une biopsie? Est-ce qu'il faut faire une biopsie avant une ablation? Donc, il y a un article qui a été publié en 2018 dans JVIR qui répond très bien à cette question. Ils ont repris rétrospectivement 369 ablations. Donc, sur ces 369 ablations, il y avait 317 lésions qui avaient été biopsiées, 52 lésions n'avaient pas été biopsiées. Et sur ces 317 lésions qui avaient été biopsiées, il y avait à peu près 165, 152, donc moitié-moitié de biopsie le même jour que l'ablation, en même temps que l'ablation, et l'autre moitié avant l'ablation. Et ils ont repris les résultats des biopsies et ils sont tombés sur ces 317 lésions de biopsie, 262 étaient des lésions malignes et on avait 17%, donc 30 lésions qui étaient des oncocytomes, 7 lésions qui étaient des angiomyolipomes et le reste, il n'y en avait pas de diagnostic. Et donc, dans 17% des cas, l'ablation n'était pas forcément justifiée au maximum. Donc, la biopsie, c'est indispensable, il faut la faire et il faut la faire avant la destruction tumorale percutanée pour avoir les résultats ANAPAT, c'est ce qu'on fait dans notre centre, pour avoir les résultats ANAPAT définitifs avant l'ablation. Merci. Bonjour à tous. Merci à l'équipe du jury, Farouk, à Paul, pour l'organisation. Et merci à Xavier de modérer ce webinaire. Moi, je vais vous parler d'actualité et de perspective, enfin de l'avenir de la cryoablation rénale. Nous, ça fait à peu près, chez nous, ça fait presque 10 ans qu'on fait de la cryo rénale, exclusivement en monotechnique. C'est une technique qui est vouée, à mon avis, à un avenir, je ne dis pas exceptionnel, mais on y croit beaucoup. Et alors, je ne sais pas dans 10 ans qui fera de la cryo du rein, ça c'est un autre débat. En tout cas, je suis persuadé que c'est une technique qui va prendre de plus en plus de parts de marché et qui est vouée, au vu de ce qu'on a dit, c'est-à-dire en termes d'efficacité, de tolérance, c'est un traitement qui est vraiment remarquable. En termes d'actualité, un événement, alors, dans la communauté radiologique qui a remarqué, en tout cas dans l'interventionnel oncologique, c'est la création de l'acte en tant que tel au niveau de l'ablation rénale. C'est-à-dire, en 2019, l'HAS a validé la prise en charge des petites lésions du rein par RF.
Et en 2020, donc, on a un acte CCM d'ablathermie rénale sous scan, ce qui n'était pas le cas donc, depuis. Alors, ça existe pour le foie, ça existe pour le poumon. Donc, pour le rein, côté par assimilation, vous voyez les problèmes de visibilité pour faire remonter les chiffres de tous les centres. Donc, voilà, cet acte existe. Alors, effectivement, il y a toujours un décalage de plusieurs années entre l'ARF puis la cryo. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette cotation de RF, en tout cas, elle est rattachée à un séjour chirurgical qui valorise un petit peu l'ambulatoire. Voilà, donc on ne pousse pas à garder les patients 1 ou 2 ou 3 nuits, donc on a le même type de séjour. Donc voilà, ça c'est en termes de visibilité, je pense que c'est très important. Donc même si on fait la cryo du rein, on cote de l'ARF rénale, mais en termes d'activité, c'est intéressant. Alors aujourd'hui, en 2022, est-ce qu'on peut dire, pour traiter une petite lésion du rein, mieux vaut faire de la radiofréquence, du micro-ondes, de la cryo? Moi j'ai envie de dire, c'est des habitudes de centre. Aujourd'hui, on ne peut pas privilégier, scientifiquement parlant, en termes d'efficacité, plus la radiofréquence ou la cryo, on va dire, c'est 2 techniques sur lesquelles on a plus de recul. Clairement, au niveau oncologique, le résultat de la RF et de la cryo va faire aussi bien pour une petite lésion. Maintenant, dès qu'on va s'intéresser à des lésions un peu plus grosses, un peu moins bien placées, je pense que la cryoablation, et je vais essayer de vous le démontrer, a énormément d'avantages. Donc, c'est pour ça que nous, on a eu la chance de pouvoir choisir cette technique en monotechnique. À mon sens, la cryoablation est vraiment la technique de choix pour le rein. Un peu comme on pourrait dire pour le poumon, c'est plutôt la radiofréquence, pour le foie, c'est plutôt le micro-ondes. On a l'impression que la cryo, c'est vraiment fait pour le rein. Les avantages, on en a parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais vraiment de contrôler, de voir ce que l'on fait en direct, ça change tout par rapport à l'ablathermie par le chaud. Et on a l'obsession des marges. Ça, c'est vraiment fondamental, notamment dans le cancer du rein. On est sur du curatif. On ne traite pas de la métastase où on essaye aussi d'être curatif, mais là, c'est vraiment la qualité de notre geste va dépendre vraiment le devenir du patient. Un point important, c'est le respect de l'urothélium, c'est-à-dire que par rapport à la radiofréquence, la cryothérapie ne fait pas de brèche. Donc, on a les urinomes, on en a parlé. Honnêtement, pour l'instant, on n'en a jamais eu. Et je vous parle de 200 ou 300 procédures et en traitant des lésions centrales. Donc, c'est vraiment un gros plus dès qu'on s'aventure proche des cavités pyélocalicielles. Par contre, ça peut sténoser, on en a parlé, l'urtère lombaire, etc., mais pas de brèche. La tolérance, elle est exceptionnelle. C'est des gestes qu'on peut faire sous sédation pour les petites lésions. Les patients derrière, ils ont pas mal, ils tolèrent extrêmement bien le geste. Le suivi, il est très simple en IRM. On va voir une image tout à l'heure. Quand je vous parlais d'avenir, c'est aussi vous parler de nouvelles indications. On peut étendre la cryothérapie en alternative à la néphrectomie totale. Alors qu'on en a parlé tout à l'heure, l'alternative à la néphrectomie partielle, mais à mon sens, il y a une nouvelle indication ou un nouveau positionnement de la cryo sur des sauvetages de rein. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune technique aujourd'hui qui peut aller s'aventurer dans ces lésions hilaires volumineuses. Alors, on parlera, il y a peut-être l'électroporation qui a une place, mais globalement, je pense que les chirurgiens ils sont très contents de nous proposer ce type de patient. Alors, on ne va pas s'aventurer comme ça, on ne va pas démarrer une activité sur ce type de procédure. Mais là, je vous montre un cas alors que j'ai fait à l'époque avec Xavier Buis. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, Xavier, tu étais venu il y a 6 ans ou 7 ans faire cette ablation. Donc, moi, c'était la première fois que je traitais une lésion hilaire. Je ne pensais pas que c'était possible. On avait mis 6 ou 7 aiguilles. Et voilà, la patiente, je l'ai revue il n'y a pas longtemps. On a un excellent contrôle. La tolérance a été fantastique. Voilà, donc alors, c'est pas pour dire on fait que des lésions comme ça, mais il faut savoir qu'on peut repousser les limites de la cryo sur des patients chez qui il n'y a aucune autre alternative. Typiquement, pareil, il a une lésion totalement endophytique. Effectivement, ce n'est pas des patients qu'on gère comme une cryo lambda, hein, c'est-à-dire qu'on les cadre très bien. Tout est noté dans la consulte. Évidemment, les cliniciens sont au courant, les chirurgiens sont au courant. Voilà, on cadre au maximum le geste. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de complications graves sur ce type de procédure. Donc, sachez voilà, qu'il y a vraiment la place, à mon avis, à l'avenir pour traiter des lésions de plus en plus grosses en cryothérapie. Je vous parlais du suivi en IRM. On ne peut pas en parler parce qu'on n'a pas trop le temps, hein, mais globalement, la cryoablation en IRM sur le rein, ça laisse une empreinte. Et à 1 mois, on a des marges qui sont clairement délimitées. Donc, vous voyez, ça, c'est le fantôme de la tumeur. Ça, c'est la zone d'ablation. Et grosso modo, ça correspond exactement, on s'amuse à le mesurer, à la taille du glaçon en per procédure. Donc, on sait plus ou moins, c'est prédictif à 1 mois.
voilà, on est passé vraiment large au niveau de la tumeur. En termes d'inconvénients, parce que ça n'a pas que des avantages, la cryo, et ça peut rebuter pas mal de centres. Hein. Essentiellement, c'est tout ce qui est autour de l'organisation et du coût. Donc, ça coûte très cher, une procédure de cryo. Donc, vous avez vu, c'est que du multi-aiguille, donc c'est au moins 4 aiguilles. On est très vite sur 6 000 € d'aiguille, 1 000 € d'argon, etc. Donc, effectivement, avec les 1 700 € de remboursement, on ne va pas aller très loin. Donc, ce n'est pas une procédure rentable. C'est un frein majeur. La gestion de l'argon, vous avez vu ici notre installation. Donc, on a dû installer des bouteilles, des racks de bouteilles. Donc, il y a une dizaine de bouteilles en rack où on bascule les bouteilles les unes sur les autres au fur et à mesure des procédures pour ne pas être en panne d'argon, parce que ça veut dire que la procédure est impossible. Et on a dû câbler le bloc. Donc, il y a l'argon qui vient jusqu'en salle. Donc, c'est des gros investissements. Mais voilà, c'est dans ces conditions, on peut travailler vraiment bien. Le temps de procédure, il est plus long qu'en RF, clairement, puisqu'on met plus d'aiguilles et on doit attendre au moins 30 minutes pendant le cycle de congélation. Ça ne règle pas le problème du head-stick effect, qui est aussi présent dans les tumeurs centrales au niveau hilaire. Plus on met d'aiguilles, moins il y a d'head-stick effect, mais ça reste quand même de la blathermie. Et le risque hémorragique, il est discuté par rapport à l'ARF. Notre expérience, pour l'instant, c'est qu'on n'a pas eu de gros soucis au niveau du saignement. On peut cautériser les aiguilles, voilà, donc il y a des évolutions. Et à l'époque, on avait aussi des bouteilles d'hélium dans les salles. Maintenant, ils ont changé les aiguilles, ils ont miniaturisé un petit courant de radiofréquence qui permet de chauffer, de cautériser. Donc ça, c'est une petite avancée technique et sympa. On n'a plus de bouteilles d'hélium en salle. Pour toutes ces raisons, il y a des nouveautés au niveau de la cryothérapie. Donc nous, on vous a parlé beaucoup de la cryothérapie à l'argon. Je pense que c'est bien qu'il y ait aussi des options de cryothérapie, on va dire, qui nécessitent moins d'organisation et un coût plus abordable. C'est la cryothérapie à l'azote liquide. Alors, c'est tout nouveau, c'est commercialisé en France depuis pas très longtemps. Donc, en fait, on n'a plus de gaz et c'est un récipient d'azote qui permet de réaliser les procédures. On a un papier sur, voilà, c'est vraiment, c'est tout début, c'est 7 patients, une étude israélienne, comme quoi ça marche. Bon, c'est intéressant, c'est des aiguilles beaucoup plus grosses. Nous, on travaille en 17 gauche, là c'est du 10 gauche ou du 13 gauche et c'est du mono-aiguille, donc sûrement plus rapide, plus facile d'installation. Après, à mon avis, il faut se cantonner aux petites lésions très postérieures, parce que mettre une lésion de 10 gauche dans le huile rénal, je pense que ça fait un peu peur. Et voilà, c'est intéressant en tout cas d'avoir cette alternative-là plus accessible pour développer la technique. Je vous parlais d'ablathermie. Il y a aussi une technique de destruction tumorale qui se cherche un petit peu une place au niveau du rein. Et donc ce n'est pas de l'ablathermie, donc c'est l'électroporation irréversible qui pourrait avoir aussi une indication dans ces lésions un peu dont on a parlé tout à l'heure, ces lésions hilaires. Il y a quelques publis, dernière en date sur European Radiology. Voilà, donc c'est des études de faisabilité, ça marche bien. Par contre, ça ne règle absolument pas le problème du multi-aiguille. Du coup, c'est aussi cher. C'est l'anesthésie générale curarisée, donc c'est aussi lourd. L'intérêt principal, c'est qu'il n'y a aucun head-stick effect. Et ça, c'est quand même en ablathermie, on connaît les limites. Et pour le foie, sur les lésions hilaires, ça a montré vraiment son intérêt. Donc, à mon avis, ça ne va pas forcément beaucoup se développer ou prendre la place de la cryo, mais c'est à connaître et il y a des indications intéressantes. Maintenant, on va parler un peu de prise en charge. Je pense qu'il faut, dans l'avenir, beaucoup s'intéresser à l'ambulatoire en RI oncologique. On n'a pas le monopole du mini-invasif. Nos amis chirurgiens développent énormément l'ambulatoire, ils publient beaucoup dessus. Et donc, on va arriver à des aberrations que les chirurgiens vont faire de l'ambu et nous, on va hospitaliser nos patients une nuit. Il faut faire attention à ça parce que ça brouille un peu les cartes. Je pense que on a une image vraiment de traitement, de prise en charge extrêmement légère. Et pourtant, derrière, quand vous tapez prise en charge ambulatoire, cryoablation du rein, il n'y a aucun papier, il n'y a rien. Et on a l'impression que la cryo, c'est vraiment fait pour l'ambu. Alors nous, on n'en a pas fait beaucoup. Il y avait les questions de remboursement. Maintenant qu'il y a la nouvelle nomenclature, pourquoi pas. C'est vrai que quand on dit le patient il sort le jour même et c'est vraiment on récupère 0 €, c'est pour une structure c'est délicat maintenant.
Chez des patients très sélectionnés, vous voyez cette petite lésion de la lèvre postérieure du rein gauche, on est quasiment sûr que ça va bien se passer, hein. Donc, on le fait déjà, en tout cas, nous, pour le foie, et on a fait un travail de sélection. Pour le rein, ça me paraît encore plus simple. Donc, voilà, pas chez tous les patients, mais en tout cas, ces petites lésions-là, exophytiques postérieures, on ne va pas hydrodisséquer, on ne va pas aller près des tiges. Il ne peut pas se passer grand-chose et on est quasiment sûr que le patient il sort 4 heures après, hein. On va parler des nouvelles techniques de guidage. Vous avez peut-être entendu parler des salles hybrides qui combinent à la fois le guidage scanner et le guidage angiographique, qui permet d'imaginer de nouvelles modalités thérapeutiques en RI-onco, notamment combiner de l'embolisation et de l'ablation. Sur le marché, deux tables, la table Canon, l'Alphénix, et la table Nexaris, qu'on a la chance d'avoir depuis une dizaine de jours. Donc, je ne peux pas énormément vous en parler, mais en tout cas, voilà, ça ouvre des perspectives nouvelles de traitement. Un papier tout récent de l'IGR sur justement toujours, c'est sur ces lésions-là, on va se challenger, hein, sur ces lésions hilaires, où peut-être que le guidage en GECT permettrait dans le même temps d'emboliser et d'ablater. Vous voyez cette lésion-là qui a été embolisée au lipiodol, et dans le même temps, donc c'est vraiment quelques minutes après, on positionne les aiguilles de cryo, et voilà, c'est une étude de phase 2 encore qui dit que ça marche, qu'il n'y a pas de souci, la fonction rénale est bonne. Effectivement, ça permettrait de limiter peut-être les déperditions de chaleur aux contaminations. Donc, une piste intéressante, et en tout cas sur le foie, c'est sûr que moi, j'y crois beaucoup. Sur le rein, en tout cas, j'y crois peut-être à titre personnel un peu moins. Pour finir dans les nouveautés, c'est l'avènement de la robotique. Vous en avez peut-être aussi entendu parler. Il y a sur le marché, c'est une boîte française, donc ça s'appelle Quantum, qui a commercialisé un robot d'ablation percutanée qui a le marquage CE et FDA pour l'ablation du foie. Et ils ne comptent pas rester uniquement sur l'ablation du foie, puisqu'ils ont tout un logiciel de planification de bras stéréotaxiques qui va positionner, on n'a plus qu'à mettre l'aiguille, et ensuite un contrôle. Et leur prochaine indication, c'est le rein. Et moi, je suis intimement persuadé que c'est l'avenir de notre spécialité. Alors, on ne va pas se passer forcément du radioguide intentionnel, mais pour l'avoir essayé, honnêtement, ça marche bien. Sur du mono-aiguille, je n'ai pas trouvé que ça avait un grand intérêt. Par contre, dès qu'on va parler de multi-aiguille, de synchronisation avec la respiration, de trajet oblique, voilà, là, je pense que ça peut faire mieux que nous, plus rapide et moins irradiant. Donc, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et il y a eu le première ablation, enfin test d'ablation sur le rein porcin. Voilà, donc ils montraient globalement que ça marchait, qu'ils arrivaient à être précis, ils positionnaient les aiguilles sans grosse marge d'erreur. Voilà. Donc ça, c'est pas pour demain, mais en tout cas, c'est bien de le savoir que sur le multi-aiguille, puisque c'est le propre de la cryo, la robotique va peut-être beaucoup nous aider. Voilà, et pour conclure, j'ai une petite photo de notre blog, parce que c'est vrai que pour faire de la cryo, le nerf de la guerre, c'est le scan interventionnel. Et ça, je milite beaucoup pour qu'on tous les centres qui font de la RI puissent s'équiper de scanners. Et nous, on investit énormément dans le scan. Et là, maintenant, on a 2 scans. Et on ne peut pas imaginer faire de la RI onco sans un accès scan qui soit bridé par le diag. Donc, il faut pousser au maximum pour développer ces techniques. Il faut des gens formés, mais il faut aussi des machines et de l'équipement. Et voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre. Merci pour votre attention. Merci Gilles pour ce topo. On a une quinzaine de minutes devant nous pour les commentaires, les questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le chat. On va donner quand même la parole au docteur Buis qui écoute avec patience depuis 45 minutes. Et je pense qu'il a noté plein de commentaires très pédagogiques pour nous et notre audience. Donc, à vous la parole, docteur Buis. Vous m'interrompez s'il y a des questions qui arrivent, mais je voulais souligner quelques remarques ou commentaires. D'abord, sur la place de la biopsie, ça vous l'avez souligné, c'est absolument indispensable parce que, premièrement, il y a un nombre important de tumeurs bénignes, hein, d'oncocytomes qui sont impossibles à diagnostiquer, je trouve, sans la biopsie. Que la forme typique avec cicatrice centrale, on l'a sur des
lésions souvent importantes, mais qu'on a eu des formes très atypiques d'oncocytome. Et deuxièmement, les biopsies non contributives, c'est compliqué, on ne sait pas quoi en faire après, on ne sait pas comment interrompre une surveillance. Donc, c'est vraiment très important de biopsier tous ces patients-là. La deuxième chose, c'est sur les marges, vous l'avez insisté, c'est vraiment la clé et c'est le gros avantage de la cryo. Donc, peut-être vous mettiez 10 mm de marge dans tous les plans, peut-être c'est un peu excessif parce que même les chirurgiens, de plus en plus, ils font presque des énucléations. C'est des tumeurs qui sont très bien délimitées. Donc, mais en tout cas, de bien contrôler les marges dans tous les plans. Une petite remarque technique pour ces marges, c'est que les sondes de cryo, vous l'avez vu sur plein d'images très jolies là, des différents topos, elles coagulent assez peu en avant de la pointe. Donc ça va conditionner potentiellement l'axe de ponction, notamment quand vous traitez des tumeurs avec un contact central très important. De temps en temps, il vaut mieux venir un peu tangentiel au sinus pour que l'extension latérale de la glace pousse fort et on n'hésite pas à pousser un peu loin la glace sur les fonds de calice, hein, comme l'a rappelé Gilles. Nous non plus, on n'a pas eu d'urinome. Bon, ça existe dans la littérature, mais c'est souvent des ponctions directes trop agressives. Mais en tout cas, bien penser au fait que la glace est moins agressive vers la pointe, dans l'axe de la pointe. Donc, ça peut conditionner votre approche. Une dernière remarque sur le premier topo, vous l'avez passé vite fait, mais c'était l'aiguille Hydrogarde. Donc, je n'utilise pas personnellement, mais je connais bien son concepteur, Afshin Ganji. Donc, c'est une aiguille en fait qui dispose d'un petit ressort qui permet, avec la pression de l'index sur l'aiguille, de basculer tout de suite d'une aiguille à bout tranchant ou d'une aiguille à bout mousse. Donc, ça permet de faire des hydrodissections très rapides, de trouver le bon feuillet anatomique lorsque vous voulez trouver un espace de décollement, que ce soit pour une ablathermie rénale ou autre. Voilà pour le premier topo. Alors, Gilles, tu veux faire des commentaires supplémentaires ou... Non, moi, l'idée aussi, c'était de démystifier le positionnement des aiguilles. Ça reste accessible, enfin, en tout cas, à mon sens, sur des cryos simples, à un interne de RI avancé ou qui a voilà, la balistique. Si on arrive à bien scaler avec les respirations, on n'est pas sur un geste d'une grande complexité du moment où on respecte, comme tu l'as dit, les règles fondamentales d'espacement d'aiguilles et de marge. Je pense que l'école majeure, c'est de faire des biopsies au scan, d'être habitué à tous ces logiciels ou ces outils, inclinaison du statif ou pas, multicoupe ou pas. Donc, il faut connaître votre module interventionnel propre à votre marque de scanner. Il y a beaucoup de gestes sous anesthésie locale qui sont un peu plus compliqués finalement que sous AG, parce qu'il faut un peu dompter le patient, des petits mouvements parasites, une respiration irrégulière. Donc finalement, la biopsie sous scan en général aide à bien être familier avec ça. Et après, dès que vous avez une sonde en place, elle va vous servir de repère, un petit peu de tuteur, limiter les mouvements de l'organe. Et finalement, on le voit sur vos images, hein, la précision pour mettre 4 aiguilles parallèles, ça s'acquiert finalement bien derrière. Je passe aux remarques sur le deuxième topo, si vous êtes d'accord. Alors, sur le deuxième topo, vous le disiez dans les premières slides, évidemment, on est dépendant des recos de l'AFU et de l'EAU, mais ces recos, elles restent un peu dures parce qu'on a un niveau de preuve qui maintenant est quand même très, très bon. On a des études robustes, pardon, avec des survies, enfin des suivis à plus de 10 ans. Et finalement, les recommandations américaines positionnent mieux l'ablathermie en général rénale, notamment par rapport à la surveillance active. Et récemment, pour ceux qui étaient au DU
de radio interventionnelle. Julien Garnon a fait un rappel là-dessus. Et on trouve qu'ils sont un peu féroces, que finalement on progresse beaucoup en termes de valeur des études, de cohortes, et que malgré tout, les recommandations européennes nous maintiennent toujours un peu à égalité avec la surveillance active, alors que parallèlement, d'autres études américaines montrent que sur les patients qui ont une survie correcte de plus de 5 ans, finalement, on prend des risques de trop maintenir les gens en surveillance active. Donc, je pense qu'il y a encore du boulot, mais au moins les Américains ont repositionné la blatte un peu mieux. Une remarque supplémentaire sur les T1B. Alors, c'est vrai que nous, on avait fait une étude et finalement, l'équipe de Gilles aussi a repris ça. Mais je pense qu'on est assez d'accord. On était obligé de publier en prenant la classification internationale. Mais en fait, il y a des T1B faibles, on va dire jusqu'à 5 cm. Et puis, les T1B forts, au-dessus de 6 cm, là, on commence à mettre beaucoup de sondes. C'est souvent des reins uniques ou des reins uniques fonctionnels. Là, la prise de risque devient plus importante. Donc, à l'époque, on l'a fait. On avait un recrutement très particulier parce que les urologues nous poussaient trop fort, très fort au début de la pratique. Mais je pense que sur ces cas, ce ne sera pas le début de pratique, mais en tout cas, les T1B complexes, comme tu l'as montré, les salles 4DCT avec peut-être une préembolisation, ça limitera les gags parce qu'on a quand même là, pour le coup, eu des hématomes périrénaux qui pouvaient être assez conséquents. Voilà. Donc, je pense que le message que vous avez dit clairement, c'est que l'ARF reste excellente en termes d'efficacité, il n'y a pas de souci. Mais pour les tumeurs plus simples, plus petites, mieux localisées, loin des organes vulnérables, ça reste notre outil numéro 1 à Bergonié parce qu'on fait aussi attention à la dépense globale. Mais pour toutes les tumeurs un peu plus complexes, proches du tube, proches d'un urtère, proches, ou avec un large contact sinusal, voire une protrusion un peu hilaire, là c'est clair qu'on bascule tout de suite à la cryo. Est-ce que tu veux… Je suis complètement d'accord avec toi. Et je voulais revenir sur les indications et que nous, il y a des habitudes de centre, on ne suit absolument pas, comme l'a dit Mickaël, les recos officiels. Hein. Et la spécificité peut-être des RCP avec un oncologue décideur, ça permet une certaine neutralité aussi des décisions, sans favoriser les chirurgiens versus au détriment des radiologues ou inversement. Et donc, je pense que cette configuration-là, en tout cas, nous, elle nous a permis de développer l'activité, de ne pas la tuer. Et donc, d'avoir une configuration avec des urologues plutôt bienveillants et même qui sont honnêtement les premiers maintenant à nous envoyer des cryos. Hein. Ils ont eux aussi des récidives en partiel. Ils sont bien contents que derrière, on puisse faire de la cryo. Et donc, c'est un cercle vertueux. Pour ça, il faut que les urologues ils aient des patients opérés aussi. Si on leur prend tout, ça va mal se passer. Donc là, ils sont recentrés sur les grosses tumeurs du rein, sur les chirurgies complexes, sur la prostate, ils font plein de choses. Hein. Mais cette configuration locale, elle permet un peu de sortir de ces indications. Et on se base aussi, je pense, sur notre expérience. Je pense qu'il faut connaître nos taux de récidive, nos taux de complications. Et en consultation, je pense que c'est aussi fort quand on dit, écoutez, moi, ça fait 10 ans que je fais de la cryo, voilà globalement comment ça se passe, voilà les complications que j'ai eues. Je pense que c'est peut-être aussi fort que prendre une série rétrospective de 400 ou 500 patients. Non, mais il est certain, c'est ce que disait Hervé Lang, le patron d'urologie avec qui on avait beaucoup travaillé pour les premières cryo à Strasbourg, quand on avait eu la machine en 2007. Et il avait dit très vite, en fait, il y a un effet centre. Dès que vous ferez toutes les techniques, finalement, les chirurgiens vont plus recruter de patients, plus opérer. Et finalement, cette association, elle est bénéfique pour les deux spécialités. Juste un mot sur la surveillance. Je pense qu'un des gros avantages de la cryo, c'est de sortir de salle en se disant « j'ai fait un contrôle 3D en fin de procédure, j'ai une belle marge dans tous les plans, je peux vraiment analyser la glace, elle a bien débordé partout ». Donc nous, on avait fait une surveillance 1 mois, 3 mois, 6 mois, parce que c'était les débuts, c'était le PHRC.
Finalement, on l'a allégé un petit peu en faisant le premier contrôle à 2 mois. On m'amène le ravitaillement du staff urologique, mais il ne s'embête pas, hein, je veux vous dire. Et donc, on a allégé un peu la surveillance en coupant les 2 premiers contrôles, en faisant un contrôle à 2 mois. Parce que 3 mois, de ne pas les revoir assez tôt, ça laissait flotter les patients, ils étaient embêtés. Parfois, on avait des petits rappels pour des inquiétudes. Mais finalement, il y a tellement peu d'événements en phase précoce qu'on passe très vite 2 mois, 6 mois, et puis voilà. Donc, on a un tout petit peu allégé. Un petit détail, c'est sur une des diapos du deuxième topo, j'ai vu sténose urétérale, pardon, pour les tumeurs centrales. En fait, C'était pas le sens peut-être du propos, c'était les sténoses urétérales, c'était pour les lésions très, très polaires inférieures où on a eu 1 ou 2 cas où le glaçon il a enveloppé c'est ça. Donc, en fait, voilà, c'était peut-être pour la précision. En fait, c'est ces tumeurs inféromédiales où quand vous remontez très haut, ben, en fait, la jonction piélo-urétérale, il faut toujours l'avoir en tête, il faut bien l'avoir repérée. Et il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu de contraste pour matérialiser le trajet de l'urtère tout au long de la procédure. Et vous pouvez jouer effectivement sur la dilution du contraste si vous devez hydrodisséquer pour bien distinguer l'urtère qui sera bien compact, bien concentré, et une hydrodissection à 2-3% qui va vous teinter juste ce qu'il faut, mais pas saturer pour toujours voir l'urtère. Voilà. Troisième topo, ça c'est Gilles. Donc, premièrement, j'avais reconnu la patiente. De mémoire, je me disais, elle a un rein unique. Et quand j'ai vu l'image, j'ai dit à Nicolas de Habreux, tiens, ça me rappelle un drôle de truc. Et effectivement, c'est la seule patiente chez qui on avait convenu en amont de mettre en place une sonde double J. Donc, j'en ai jamais fait ni à Strasbourg ni à Bordeaux. Mais c'est vrai que celle-là, elle poussait vraiment fort dans le heel et elle poussait très près de la jonction piélo-urétérale, hein. Elle était à la fois hyper centrale et inféromédiale, donc à gros risque de complications. Donc, on a en fait plusieurs séries, aussi sous l'impulsion de Jean-Michel Correas, qui montrent que finalement, de faire une piéloperfusion antérograde en maintenant un petit flux de sérum physiologique, c'est pas mal. Il y a peut-être moins de soucis en termes de lourdeur logistique que de mettre une JJ. Sauf si vous voulez garder un tuteur pour la cicatrisation, si vraiment vous avez été très proche. Et l'autre chose, c'est que Jean-Michel Correas considère que le fait de ne pas mettre de flux rétrograde, il y aurait dans ces très grosses séries moins de risques infectieux, de surinfection du site d'ablathermie. Je ne sais pas, Gilles, si tu en as mis d'autres, beaucoup d'autres, ou c'est un peu exceptionnel avec ces JJ. Maintenant, j'en mets maintenant dans les lésions sur un unique central pour éviter le risque de caillotage. De caillotage. Et même si on n'en a jamais eu, c'est vraiment préventif. D'accord. Ça ne coûte rien de mettre une double J avant pour éviter la catastrophe. Si tu veux. D'accord. Et en pratique, c'est vrai que c'est assez extraordinaire comment ça se passe bien finalement sur toute la tumeur centrale, où on vous déconseille fortement d'y aller en radiofréquence. Voilà, donc sur le heat-sink, j'avais noté, hein, tu mentionnais disons des risques ou des limites potentielles. Le heat-sink effect, bon, mais là c'est du cold sink effect, mais il existe. Et donc, dès qu'on va près de vaisseaux ultracentraux, si vraiment vous avez une ectasie vasculaire, voire on a eu des tumeurs rénales avec une petite fistule ou un trajet anévrismal intrarénal, ben, là, vous pouvez parfois penser à l'embolisation pré-ablathermie. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'axe de ponction sur des extensions pas trop importantes, mais c'est surtout la glace latérale qui va pousser. Ou alors, si vous avez une bonne capacité rénale, vous pouvez un peu écarter vos sondes pour pouvoir les pousser un peu plus en avant dans le cortex et embarquer un petit peu le front antérieur de la glace plus loin sur le sinus. Voilà, sur l'azote liquide, alors j'ai vu ça, mais nous, on n'a aucune expérience, hein.
Mais c'est vrai que ponctionner à 10 gauges, pour moi, 10 gauges, c'est pour les vertébroplasties, c'est pas trop pour le rein. Donc, j'ai peur qu'ils aient quand même quelques complications hémorragiques. Mais je verrais plutôt ça pour certaines ablathermies osseuses palliatives si on veut limiter le nombre de sondes. Mais je ne serais pas très rassuré de mettre ce calibre-là dans les reins. Voilà, sinon, qu'est-ce que tu avais cité? L'ambulatoire. L'ambulatoire, c'est toujours un terme complexe parce que l'ambulatoire aux États-Unis, souvent, ils sortent de l'hôpital tellement c'est cher, mais ils dorment dans l'hôtel qui est juste à côté de l'hôpital. Donc, nous, on a une région Nouvelle-Aquitaine où il n'y a pas de centre oncologique ni à Limoges ni à Poitiers. Donc, quand vous récupérez des patients du nord-est du Limousin, ça fait quand même très loin pour partir en ambulatoire l'après-midi. Donc, voilà, on reste fidèle quand même à l'hospitalisation la nuit qui suit. Et c'est vraiment du cas par cas, hein. Voilà. Mais globalement, les pépins qu'on a, c'est surtout dans les heures qui suivent la décongélation. Donc, si vous revoyez vos patients dans les 3 heures qui suivent, vous avez déjà des signaux d'alerte s'il doit y avoir des soucis. Voilà. Et les cas de DCT, ben, j'ai vu que tu en avais un, donc je suis hyper jaloux, forcément. Donc, on va utiliser cet argument que vous êtes déjà équipé pour aller voir notre directeur. Et voilà, je pense que quand même pour les gros T1B, tu seras content d'avoir ça. Et pour les interventions complexes combinées vasculaires à blathermie, c'est sûr que c'est la Rolls-Royce aujourd'hui, quoi. Voilà pour mes remarques principales. En tout cas, je remercie votre équipe. Là, c'est très sympa de voir tous ces jeunes là qui prennent bien le relais. Et en tout cas, la blathermie rénale, c'est probablement la meilleure indication curative, tout organe confondu, parce que c'est des tumeurs bien délimitées sur un organe qui est globalement sain par ailleurs. Donc le niveau d'exigence en termes de résultats qu'on attend, il est extrêmement élevé. Et donc, il faut vraiment continuer à foncer sur cette thématique-là. Super, merci beaucoup pour tous ces commentaires et remarques qui font un peu le tour, je pense, des questions que nous nous étions posées. Il n'y a pas de questions sur le chat. Julien, tu avais une petite question Ouais, j'avais une petite question du coup plutôt sur l'aspect technique. Bien sûr, vous faites des contrôles itératifs pendant la phase de congélation. Est-ce que vous avez un protocole donné ou est-ce que vous faites en fonction de la taille de l'avancement de la taille du glaçon? Alors en fait, pour des questions de dosimétrie et aussi de simplicité, bon, nous on a un scanner Siemens qui était de la génération entre les deux pour vous. Donc c'est un Somatom AS Plus la 128. Donc en fait, pour limiter l'irradiation, souvent j'active 8 coupes de 4,8 mm qui couvrent, ça fait comme une acquisition d'un steak. Alors vous n'avez pas les reconstructions 3D, mais ça vous permet très vite de voir si vous couvrez le pôle sup, la partie moyenne, le pôle inf. Globalement, la partie moyenne, c'est souvent les images les plus flatteuses, c'est là que vous avez le plus gros glaçon. Mais pour garder un œil, est-ce qu'il n'y a rien qui est au contact en haut? Est-ce que j'ai des bonnes marges ou pas? Donc, il est certain que d'avoir bien le plan de votre tumeur, la balistique, pas sous-estimer un secteur, c'est important. Et après, la cadence de contrôle, elle dépend des organes voisins. Il est certain que si vous avez une tumeur antérieure, que le tube digestif est pas loin et qu'il y a eu des adhérences suite à une néphrectomie partielle préalable, on va contrôler plus souvent. Mais si vous avez fait une carbodissection ou une très belle hydrodissection et que le tube digestif est loin, on va contrôler de manière beaucoup moins fréquente. Et par contre, en fin de cycle, surtout obligatoirement en fin de deuxième cycle, faites une 3D pour bien vérifier dans tous les plans. Prenez le temps de sortir de la salle, de revoir avec le manip l'image de référence, l'image de fin de congélation, pour voir si dans tous les plans, vous avez les marges que vous étiez fixées. Vous remesurez le glaçon. Il faut vraiment... L'intérêt de cette technique, c'est que vous voyez ce que vous faites. Et comme ils l'ont montré dans les topos, le contrôle IRM derrière va vous montrer ce que vous aviez en sortie de salle. La corrélation entre la nécrose et la glace, elle est top.
Donc, il faut que vous sortiez de ça en vous disant, c'est bon, le job, il est fait. Et ça passe par une analyse 3D où vous prenez les 3 à 5 minutes nécessaires pour dire, c'est bon, j'ai fini, quoi. C'est clair. Et le taux de récidive, il est ultra faible, hein, même sur les tumeurs complexes. Hein, on est vraiment à moins de 2%. Donc, il faut continuer comme ça. Les risques principaux, c'est quand même les tumeurs à extension parahilaire à cause du flux, à cause du cold sink effect. Ça marche, merci beaucoup. Ok, parfait. J'avais une petite question aussi sur l'antibioprophylaxie. C'est pas recommandé, même quand il y a une GJ, même si c'est exceptionnel d'avoir à mettre une GJ, on l'a bien compris. Pas de... Alors nous, on a globalement réduit tous nos protocoles d'antibioprophylaxie en RI au-delà du rein. Donc pour le rein, on n'en fait pas. En fait, pour l'ostéo, on a massivement réduit aussi. On en faisait pour les vertébraux, on n'en fait plus. On en fait pour les vissages dès qu'il y a des interventions complexes avec du va-et-vient de matériel. Et on en fait quand on fait des interventions sur du matériel chirurgical orthopédique préexistant. Mais sinon, on ne fait plus d'antibioprophylaxie pour énormément de procédures où avant on le faisait. Et donc le rein en fait partie, on ne met rien par défaut. Et globalement, s'il n'y a pas de sténose et alors, j'ai pas eu d'ablathermie sur des gros syndromes de jonction pyélo-rétérale préexistants, des choses comme ça, mais s'il n'y a pas de stase, il n'y a pas de raison que ça ne se draine pas correctement. Quand vous ne faites pas de fistule, qu'on n'a pas d'urinome, il n'y a pas de surincidence d'infection du site traité. Voilà. Le seul que j'entendais dire, on a eu des soucis d'infection de site, c'était Jean-Michel Correas qui faisait, avant d'avoir la cryo, beaucoup d'ablathermie sur des tumeurs rénales complexes. Donc, il y a eu forcément un peu plus de fistules que le reste. Et qui s'était posé la question des perfusions piéliques rétrogrades et de leur incidence de faire tourner de l'urine en rétrograde sur des sites fertilisés. Donc finalement, maintenant, aiguille spinale dans un des calices, perfusion continue par voie haute et on ne met pas de JJ. Ok, merci. Gilles, tu avais un dernier commentaire? Bon, mais je suis d'accord à peu près avec tout ce qu'a dit Xavier. Nous aussi, on ne fait pas d'antibio. Les contrôles, enfin, moi, je suis après d'accord. Surtout, un petit commentaire peut-être d'ordre général sur l'importance que les internes ils se forment à la RIO. Vous savez, il y a un décret qui va sortir sur la RI oncologique qui va définir qui va pouvoir en faire en fonction de quelle formation, etc. Donc, c'est vraiment pour un peu protéger notre spécialité. Un peu comme ça a été fait pour la neuroradio. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment identifié en tant que spécialité à part entière. Et donc, vraiment, moi, je milite pour que les internes donc, fassent évidemment l'option RI avancée et se forment en RI-onco parce que c'est vraiment une spécialité en devenir, je pense qu'on vous l'a prouvé, et qui est faite et qui est pour les radiologues interventionnels. Donc, voilà, soyons vigilants et que les internes viennent nombreux se former. Juste dernière remarque, ça a été dit, mais l'important, c'est vraiment les marges, l'absence de complications, donc la protection des organes de voisinage. Tu as même montré des hydrodissections pour protéger tous les nerfs sensitifs qui étaient considérés comme accessoires, mais qui peuvent laisser des séquelles le long du psoas et de la paroi postérieure. Donc tous ces trucs-là, ça passe par un contrôle par imagerie en coupe. Et on a souffert un petit peu trop d'équipes qui considéraient qu'on pouvait tout faire sous écho parce qu'on touche facilement la tumeur sous écho. Mais clairement, le standard de pratique, si on doit friser les 100% de contrôle tumoral avec le moins de complications possible, il faut le faire par l'imagerie en coupe et donc massivement le scan. Et donc, il faut vraiment garder un entraînement régulier, y compris sur d'autres gestes, hein, mais il est certain que les biopsies sous scan, c'est l'école majeure pour être à l'aise avec votre outil, les outils de reconstruction, les guidages, la balistique, quel que soit l'organe.
pour que le jour où vous traitez une tumeur un peu complexe, il n'y ait pas cette appréhension-là. Et encore une fois, le rein, c'est le meilleur site d'ablatermie, hein. Il n'y a pas beaucoup d'organes sur lesquels on vise les 100% de contrôle. En tout cas, je pense qu'en foie, même avec les meilleures équipes, c'est impossible. Poumon aussi, c'est des tumeurs infiltrantes, beaucoup plus agressives, plus complexes. Et le rein, c'est le domaine excellent pour bien démarrer les ablathermies curatives. Parfait. Pour autant, les chirurgiens viscéraux nous adressent un peu plus de patients que les urologues. Mais bon, c'est un autre débat. Merci pour vos commentaires. C'était hyper enrichissant. Merci au Dr Buy d'être resté un peu tard. Merci Gilles et à toute ton équipe hyper dynamique. C'est un plaisir de vous avoir. On a eu la chance également d'avoir une salle pas pleine, mais avec des gens intéressés. Je pense au professeur Gobert qui a suivi le webinaire. Donc, les topos seront disponibles en rediffusion pour ceux qui voudront les revoir. Si vous n'avez pas d'autres commentaires, je vous laisse et puis je vous souhaite un bon appétit. N'empêche que les uros, ils ont quand même les meilleurs RCP, hein, parce que c'est pas grâce au radio. Voilà. On les excuse alors. Et coupé. Bonne soirée. Nous retrouver prochainement là pour les prochains webinaires. Le prochain, c'est le 11 avril avec l'équipe du CHU de Lyon. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.